Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 8, l'Atlantide africaine. L'Atlantide a été décrite par Platon comme une île située juste au-delà des piliers d'Hercule, et elle fut détruite par la colère des dieux pour disparaître à tout jamais. La plupart des mythes sur l'Atlantide affirment qu'elle a plongé sous les vagues des océans. Cependant, il existe une autre théorie qui dit que l'Atlantide était en fait située dans la Tunisie moderne et qu'elle n'a pas coulé sous l'océan, mais sous les sables d'Afrique. Croyez-le ou non, c'était une théorie en vogue avant la Seconde Guerre mondiale. Les universitaires étaient obsédés par l'idée d'une Atlantide tunisienne. Nous savons que la Tunisie abritait certaines des plus grandes civilisations du monde antique, occupées par les Égyptiens et même les Carthaginois qui faisaient la guerre à Rome. Et nous savons également, grâce à des fouilles archéologiques, que la Tunisie a été habitée il y a environ 100 000 ans par les premiers humains. Et le pays présente une caractéristique géologique très intéressante et peu connue. Il est parsemé de grandes plaines salines, appelées sebkha tunisiennes, qui se remplissent d'eau par temps frais et s'assèchent ensuite pendant les mois d'été. Et l'une d'entre elles s'appelle Chott el Djerid et est située en plein centre de la Tunisie, à environ 200 km de la côte. Les scientifiques s'accordent à dire qu'une grande oasis se trouvait ici. Ils y ont même découvert les ruines d'une ancienne ville à proximité ainsi que les vestiges d'un système d'irrigation. Mais il subsiste le problème des légendaires colonnes d'Hercule, puisque la description de Platon était très claire. L'Atlantide se trouvait au-delà des colonnes et donc dans l'océan Atlantique. Mais pour certains, les colonnes peuvent très bien avoir été une référence au temple d'Hercule qui peut également être trouvé à proximité de l'Atlantide. Pour d'autres, l'Atlantide se trouve au Maroc, au pied des montagnes de l'Atlas. Relayé dans le livre Meet Me in Atlantis, l'auteur Mark Adams s'appuie exclusivement sur les recherches d'un informaticien allemand, Michael Hübner, qui affirmait que la ville décrite par le philosophe grec était située sur une côte et non pas sur une île. Pratiquement tous les indices que Platon a notés, les anneaux, les tremblements de terre, les éléphants, l'emplacement en dehors des colonnes d'Hercule, coïncident relativement avec la plaine du Souss-Massa sur la côte atlantique du Maroc, à environ 250 km au sud-ouest de Marrakech, explique ainsi l'auteur dans son livre. L'hypothèse de Hübner était la plus convaincante sur le papier. Les montagnes s'accordent parfaitement, ajoute Adams. Alors, à votre avis, l'Atlantide était une réalité et elle se trouvait en Afrique du Nord ou est-ce une simple légende? Numéro 7. Le cataclysme de Nibiru. Le cataclysme de Nibiru est l'une des théories du complot les plus folles qui existent. C'est une théorie radicale qui prétend qu'à tout moment la Terre va entrer en collision avec un objet planétaire massif appelé Nibiru ou Planète X. L'idée est née en 1995 grâce à une femme nommée Nancy Lighter qui a fondé le site web ZetaTalk. Elle prétendait avoir reçu un message d'extraterrestres vivant dans le système stellaire Zeta Reticuli et souhaitant qu'elle prévienne l'humanité de l'imminence du désastre. Il s'agissait d'une théorie marginale extravagante qui s'est répandue dans les années 2000 dans le monde entier, qui est maintenant bien connue de beaucoup de monde. Elle a été démentie par tous les grands scientifiques car un objet de la taille d'une planète près de la Terre aurait déjà déstabilisé les orbites de tout ce qui nous entoure. Mais il existe toujours énormément de personnes convaincues que la planète X se dirige vers nous en ce moment même depuis les confins du système solaire. Voire même qu'elle se cache derrière le Soleil et que nous ne pouvons pas la voir et qu'elle va bientôt s'écraser avec nous et toute l'humanité sera perdue. Mais ceci étant dit, la NASA vient tout juste de confirmer avoir dévié un astéroïde de sa trajectoire dans un test de défense de la Terre. Je dis ça, je dis rien. Numéro 6. La théorie du singe défoncé. Malgré tout ce que nous savons, les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre comment les humains ont évolué de l'Homo erectus à l'Homo sapiens en l'espace de 200 000 ans seulement. L'Homo erectus avait un cerveau extraordinairement petit. C'était l'un de nos plus anciens ancêtres humains, mais il n'était pas prêt de gagner un prix Nobel de physique.
200 000 ans plus tard, l'Homo sapiens avait évolué et possédait les gros cerveaux qui nous ont permis d'aller sur la Lune et d'en revenir. Mais les scientifiques ne savent toujours pas comment cela a pu se produire. Une des théories les plus étranges a été proposée par un écrivain et philosophe qui se décrit lui-même comme un mystique et un psychonaute, nommé Terence McKenna. Il a proposé qu'il y a plus de 200 000 ans, l'Homo erectus a commencé à manger des champignons magiques, scientifiquement connus sous le nom de psilocybe. Une théorie qu'il a nommée Stoned Ape, littéralement singe défoncé. L'ingestion de champignons hallucinogènes aurait, selon lui, doublé la taille du cerveau de l'Homo erectus en lui ouvrant littéralement l'esprit. Les effets des champignons magiques auraient augmenté le désir de procréer, auraient conféré une clarté et une concentration accrue pour faciliter la chasse et auraient également stimulé des parties du cerveau qui n'avaient jamais été touchées auparavant et qui sont responsables du langage, induisant même des expériences religieuses. McKenna pense que les champignons magiques auraient très bien pu servir de catalyseur de l'évolution chez les premiers hominidés. Ils auraient poussé le cerveau à ses limites, le forçant à devenir bien plus complexe et à développer des processus de pensée plus sophistiqués. Mais ce n'est encore qu'une théorie qui n'a jamais été factuellement prouvée. Numéro 5. Les Grecs au Pérou. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, le poète grec Hésiode a décrit dans son poème Théogonie un lieu au bout de la terre. Des gorgones y vivraient, le dieu Atlas y aurait pris la forme d'une montagne géante et la mer fait rage dans un immense abîme infranchissable. Et bien que cela puisse ressembler à une histoire inventée il y a près de 3000 ans, certains pensent qu'il s'agit d'un lieu réel sur Terre. Par exemple, le docteur Enrico Mattievich de l'Université fédérale de Rio de Janeiro affirme qu'Hésiode parlait du Pérou, et plus précisément des ruines du mystérieux labyrinthe Chavín de Huántar dans les Andes péruviennes. Le docteur Mattievich a écrit un livre, Un voyage aux enfers mythologiques en 2011, dans lequel il a émis l'hypothèse que les voyages du héros grec Odysseus concernaient l'Amérique du Sud. Bien que cela puisse sembler fou, Mattievich a de bons arguments. Par exemple, la description géographique de la fin du monde par Hésiode correspond bien aux Andes péruviennes. Et les légendes péruviennes remontant à des milliers d'années correspondent aussi à ce que le poète a dit. Hésiode a écrit que le gouffre est si grand qu'une fois passé les portes, on atteint le fond qu'au bout d'une année complète. Cette description semble correspondre parfaitement aux portes de Pongo de Montseriche, une gorge au début de la rivière Maranon. Et il est fort possible que les Grecs aient mis 1 an pour naviguer le long de la rivière et qu'ils aient atteint le Pérou. Ensuite, ils seraient arrivés à un endroit qu'ils ont appelé « habitation de la nuit noire », réputé pour être la maison des Gorgognes. Et au pied des Andes se trouve le palais de Chavín de Huántar et la sculpture d'une divinité effrayante au centre du labyrinthe des ruines de Chavín de Huántar correspond parfaitement aux descriptions de la Gorgone du mythe grec qu'a déclaré Mattievich. Pensez-vous que les Grecs auraient pu naviguer jusqu'au Pérou et survivre pour le raconter? Dites-le moi en commentaire. Numéro 4. L'hypothèse de l'impact géant. Les scientifiques affirment qu'un morceau de roche lunaire se cache au plus profond de la Terre. La théorie existe depuis longtemps et a quelque chose à voir avec la protoplanète nommée Theia. Les scientifiques pensent qu'au cours de la jeunesse de la Terre, il y a 4,5 milliards d'années, Theia est entrée en collision avec la planète et s'est brisée en morceaux. Ça ressemble un peu à ce qui est avancé par la théorie de la planète X, mais cela s'est produit il y a très longtemps. Les scientifiques pensent même qu'une grande partie de la masse de Theia a fusionné avec le manteau terrestre à 2 endroits. Chacun de la taille d'un continent massif, ces morceaux se trouvent probablement sous l'Afrique de l'Ouest et l'océan Pacifique, un peu comme si la Terre portait un casque de musique. Chacun fait des centaines de kilomètres d'épaisseur et plus de 1000 kilomètres de large. Un chercheur nommé Tianwan de l'Université d'État d'Arizona avance que les morceaux sont les plus gros éléments du manteau terrestre. Et nous savons qu'ils sont là grâce aux relevés scientifiques effectués dans la roche. Nous ne sommes pas sûrs qu'ils viennent d'une planète extraterrestre, cependant, les relevés sismiques ont montré quelque chose de très intéressant.
Les ondes de choc des tremblements de terre semblent ralentir brusquement lorsqu'elles traversent ces morceaux de roche particuliers. Cela suggère qu'ils ont une composition chimique différente de tout ce qui se trouve dans le manteau terrestre. Ils pourraient donc très bien faire partie de Théa, la planète hypothétique. Et la théorie dit que pendant la collision, un morceau de Théa s'est détaché et est devenu notre seule et unique lune. Numéro 3. Le diable chien légendaire. En Angleterre, des archéologues ont découvert le squelette d'un chien gigantesque dans les ruines de l'abbaye de Leiston. Ce canidé mesurait 2 mètres de haut sur ses pattes arrière et ressemblait à un loup-garou tout droit sorti d'un livre de fantaisie. Les restes ont été trouvés dans la même région où les habitants racontent l'histoire d'un chien légendaire de l'enfer appelé Black Chuck. Le chien avait soi-disant des yeux rouges comme les flammes de l'enfer, un épais pelage noir et terrorisait les villageois au XVIe siècle. Et il y a 500 ans, ce chien noir infernal a terrorisé les îles britanniques. L'un des plus célèbres d'entre eux était Black Chuck, un chien géant doté d'yeux rouges et d'une capacité d'adaptation remarquable. Selon la légende, le chien de l'enfer est apparu le 4 août 1577 et il est apparu pendant un orage lorsque le tonnerre a secoué le ciel et que les portes de l'église de la Sainte Trinité de Blythburgh se sont ouvertes et que le chien hargneux s'est précipité à l'intérieur. Il aurait transpercé la congrégation, tué au moins 2 personnes et s'est enfui lorsque le clocher s'est effondré. Ceci a été largement documenté à l'époque par de multiples sources. Et aussi fou que cela puisse paraître, la plupart des légendes sont quelque part ancrées dans la réalité. Et les os du chien gigantesque semblent suggérer qu'une sorte de bête inhabituelle vivait près de l'abbaye vers 1577. À en juger par les os, la créature aurait pesé environ 90 kg, qui l'aurait rendue assez grosse pour manger facilement un homme. Néanmoins, les experts pensent qu'il s'agissait d'un dog allemand, l'une des plus grandes races de chiens au monde. Et finalement, c'est peut-être tout ce qu'un Black Chuck a jamais été, juste un énorme chien. Les lévriers irlandais, les Saint-Bernard, les Mastifs, les Terre-Neuve et les Grands Pyrénées ne sont que quelques-uns des chiens qui atteignent des tailles énormes, assez gros pour inspirer des mythes exagérés sur des chiens de l'enfer de la taille de chevaux, ou peut-être pas. Numéro 2. La théorie de la corrélation d'Orion. Les pyramides égyptiennes font l'objet de nombreuses théories, certaines fondées, d'autres farfelues. Et l'une d'entre elles veut qu'elles aient été construites en alignement direct avec les étoiles. En réalité, on parle tellement de ces théories que la plupart des gens pensent qu'elle est vraie, mais la vérité est un peu plus compliquée. Certes, les anciens Égyptiens observaient le ciel nocturne. Ils connaissaient les constellations et utilisaient les étoiles pour prendre des décisions importantes concernant les plantations et les récoltes. Les pyramides de Gizeh ont été construites vers 2500 avant Jésus-Christ, ce qui signifie que si elles avaient été alignées avec les étoiles, elles l'auraient été il y a 4500 ans. Le ciel n'avait pas tout à fait la même apparence à l'époque, ce qui suffit à réfuter la théorie. Toujours dans les années 1980, un chercheur nommé Robert Bauval a suggéré que les 3 pyramides du complexe de Gizeh avaient été construites pour imiter les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Mais cette simple théorie s'est transformée en une spirale où les pyramides égyptiennes étaient considérées comme des passerelles littérales vers les étoiles. Dans les milieux officiels, on l'appelle la théorie de la corrélation d'Orion. L'idée est que les anciens Égyptiens ont construit les pyramides comme une sorte de piste d'atterrissage pour les visiteurs extraterrestres et qu'elles devaient être alignées avec les bonnes étoiles. Certains vont même jusqu'à avancer qu'il y avait autrefois une porte des étoiles ici qui permettait un voyage instantané de la Terre vers un endroit très éloigné. Mais aussi cool que cette théorie puisse paraître, elle a beaucoup de lacunes. Tout d'abord, les Égyptiens avaient pour habitude de retranscrire tout ce qu'ils faisaient, mais nulle part dans leurs textes, ils n'ont mentionné la conception des pyramides pour correspondre aux étoiles. De plus, les pyramides ont été conçues à des moments différents. Elles n'ont pas toutes été conçues en même temps, mais l'une après l'autre sur ordre de différents pharaons. De plus, la plupart des égyptologues pensent qu'il n'y avait pas de grands dessins, juste une poignée de souverains qui voulaient des pyramides plus grandes et plus impressionnantes que celles de leurs prédécesseurs.
Numéro 1. L'art de Stonehenge. Des chercheurs pensent qu'ils viennent de comprendre comment les roches mégalithiques de Stonehenge ont été mises en place. Si la théorie est correcte, ils pourraient confirmer une fois pour toutes comment Stonehenge a été créé il y a 5000 ans déjà. Des chercheurs comme l'archéologue Lisa Marie Chinito ont formulé leur hypothèse la plus récente en analysant des pots en céramique trouvés près de Stonehenge. Ils ont été prélevés sur le site de Durrington Walls où les archéologues pensent que les bâtisseurs vivaient pendant la construction du monument. Les pots contenaient des traces de graisse de porc. À l'origine, les chercheurs pensaient que les pots servaient à cuire des aliments, mais il semblerait qu'ils auraient servi pour recueillir la graisse qui s'écoulait des porcs lorsqu'ils étaient rôtis. Cette graisse de porc aurait été stockée et transformée en saindoux, puis aurait été utilisée pour lubrifier les traîneaux. La lubrification des traîneaux avec du saindoux aurait considérablement aidé les druides primitifs à déplacer les pierres massives. Ils auraient fait usage du saindoux un petit peu comme l'eau sur un toboggan, afin de transporter les monolithes gigantesques sur de vastes distances jusqu'à l'endroit où Stonehenge se dresse aujourd'hui toujours. Et voici les découvertes les plus incroyables faites en Australie. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.